Mais moi, je m'appelle Simone Faudon, épouse Ferraud. Alors, je suis Janine Brochier. Marcel Nervy. Ben, écoutez, je suis Louis Bonnet. Moi, je m'appelle Yves Gosier. Ben, la vie pendant la guerre, nous, enfin moi en tout cas, tu vois, moi en tout cas, j'avais à peu près ton âge, tu vois, et dans les fermes à l'époque, bon, on n'avait pas évidemment le confort qu'on a aujourd'hui, hein. Donc, et on n'avait pas, on n'était pas informés. Voilà notre vie. Et nous avions une vie saine parce que, évidemment, on mangeait, on vivait un petit peu ce qu'on appelle vivre en autarcie. En autarcie, c'est-à-dire on vivait avec les produits qu'on produisait, nous, à la ferme. Donc il y avait les pommes de terre, il y avait les tomates. On mangeait très bien, on était heureux, tout ça. Mais, évidemment, c'était une vie de ferme, n'est-ce pas? On n'avait pas le confort, on n'avait pas la douche, on n'avait pas tout ça, ce que vous avez aujourd'hui. Mais malgré tout, on vivait ensemble, on vivait heureux. Voilà. C'était notre vie de l'époque. J'en ai des anecdotes, moi. Le matin qu'ils ont bombardé le pont, parce qu'on allait chercher... Rancure, hein? Ouais. On allait chercher le lait. Ils ont bombardé le pont de Rancure, il y a eu un mort, Monsieur Jourdan, le directeur d'école. Il a reçu Madame, comment elle s'appelle, Madame Richard, qui avait eu le bras abîmé, et Péris. Le Péris, ça va. Ouais. J'ai appris après que le jour des bombes des alliés qui sont tombées à Rancure, elle s'était mise sur la terrasse, puisqu'on habitait à côté, hein, dans la maison de côté, et elle voulait voir les avions passer, et elle s'était mis le poignet au front pour cacher le soleil, parce que le soleil la gênait, et il y a un éclat d'obus qui lui a blessé le poignet, vraiment très très fort. Nous, on allait chercher le lait chez le Giraud, le René Giraud, tu sais, là-bas. Au tube. Et j'amenais mon grand-père, alors je l'amenais par la main, puisqu'il était aveugle le matin. Et on allait chercher le lait là-bas. On est revenu, c'était le matin, ça. Sur le pont, on a traversé le pont. Et l'après-midi, il le bombardait. Ah oui, le pont de là, c'est le pont. Avion qui passait sur la ferme. C'est ça. Hein, et puis qui mitraillait la gare de la Brianne. Et en passant sur la ferme, les douilles des mitrailleuses tombaient sur la table. On mangeait dehors, c'était au mois d'août, on mangeait dehors. Puis il y avait beaucoup de réfugiés, des gens qui venaient se mettre à l'abri, bien entendu, qui étaient en ville, qui montaient de Marseille, etc. Enfin, tout ça. Et il y avait beaucoup de monde sur la table, à table, quoi. Et les douilles des avions tombaient sur la table. Eh bien, évidemment, ça a produit une panique monstre, et les gens se sont levés, on sont allés se mettre à l'abri, etc. Finalement, il n'y a pas eu de blessés. Enfin, bon, ce sont des anecdotes dont je me souviens, ça, voilà. Et, bien entendu, alors, je me souviens d'une chose, c'est que ma sœur, qui avait 3 ans à l'époque, qui était là, et tout le monde est parti, et ma sœur est se trouvée sous la table. Et c'est une brave dame qui était assez âgée qui est allée la récupérer sous la table. Mon Dieu, ma mère, elle était sur le pas de la porte quand ils ont bombardé le pont de Las, du pas de la porte à la campagne, elle s'est trouvée dans le fond de la maison. Déplacement d'air. Mon Dieu. Moi, quand ils sont venus, tu vois qu'ils sont venus, les Américains, bombarder le pont de Las, qu'on avait ces avions qui faisaient... Pendant des années, quand j'étais dans un avion, je faisais comme ça. On était petits, ma foi, on avait une maison, on avait des parents, on avait de quoi manger. Oui, on mangeait, mais c'était dur. Hein. Moi, je me rappelle, mon père, il fallait qu'il aille dans les campagnes se ravitailler pour avoir des pommes de terre. On n'avait rien. Hein. Et ouais. Les boulangers chauffaient le four.
au bois. Et il y avait des gens qui allaient récupérer dans les coupes de bois des fagots, et ils les amenaient au boulanger. Et les boulangers chauffaient le four avec ces fagots. Et évidemment, donc, on a eu du pain, hein, et on n'a pas souffert du manque de pain. Voilà. On n'avait pas ce qu'on voulait. On n'était pas gâtés comme Le maintenant. premier morceau de pain blanc que j'ai mangé, c'est chez la mère Godemar. Tu te rappelles de la mère Godemar? Oui. La boulangère, la mère Godemar. Après la guerre, c'est le premier pain blanc qu'on a mangé. Avant, il était noir, le pain. Il était moisi même. Hein. Non. Le plus que ça manquait, c'était des vêtements et des chaussures. Ouais, exactement. Moi, je sais que j'allais à l'école, j'avais des mauvais souliers. Et ma mère, elle me disait, à midi, quand il arrive le père, le papa, il te mènera au marché, c'était le marché, et il t'achètera des souliers. Et on avait trouvé des souliers, c'était des bottines à l'époque, des bottines chocolat. Moi, je me rappelle, on avait des galoches, tu te rappelles des Ah galoches? ouais, eh ben oui. On avait des galoches et mon père avait des chambres à air de vélo. Il fallait marcher avec il nous ça. avait ressemelés pour pas glisser. Tu marchais comme ça, parce que tu ne pouvais pas plier les pieds. On nous avait fait des pantalons avec des couvertures de soldats. Et ouais. Et quand on arrivait qu'on marchait, on était tout brûlés. Ça nous faisait une mal. Tu te rappelles? On en rigole maintenant, c'était pas marrant. Hein. Et encore, nous, c'était rien. Parce qu'on était à la campagne, on arrivait encore à manger, à faire du troc un peu là. Hein. Mais en ville, mon Dieu, je l'ai plaint. Alors on avait notre ticket de pain, il fallait aller avec notre ticket, on avait droit, vous aviez un petit morceau de pain, il ne fallait pas le gaspiller, comme on le trouve dans les poubelles maintenant. Un ticket pour la viande, un ticket pour... Heureusement que dans les campagnes, ils abattaient des bestioles, là, et puis on se faisait manger les uns et les autres. Hein. Je me rappelle, moi, ma mère, elle élevait des lapins dans une cave, elle ne voyait jamais le jour, c'est la... L'insouciance, ça n'existe Mais pas. malgré tout, vous jouiez quand vous étiez petit entre vous. Vous Oui, mais l'insouciance, elle peut exister chez les gamins, mais pas chez les personnes, pas chez les parents. Les parents. Alors les parents, ils ont un souci pour eux et ils ont les soucis pour leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est un souci multiplié par 10. Ouais. Mais évidemment, les gamins, le gamin, il est gamin, quoi. Il joue, évidemment, il joue à la guerre. Oui, ce que je disais. Il joue à la guerre, le gamin, il joue à la guerre. Pendant la guerre. Mais après, les seniors, la guerre, c'est... De toute façon, tous les enfants jouent à la guerre. Hein. Moi, j'ai joué à la guerre. Oh, ça nous a mûri. Je ne sais pas trop expliquer ça, mais non, on avait quand même... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais non. On en parle hein, maintenant, on en parle librement, non. Mais bon... Maintenant, oui, on parle plus librement de ce qui s'est... Ça fait 80 ans quand même, tu vois. Mais 80 ans. Mais c'est très difficile de parler de ça. Tu sais, c'est très difficile parce que il y a toujours des familles qui existent encore de l'époque, tu sais, et on ne sait jamais si on fait bien de parler ou de pas. Tu as raison là. Voilà. Parce que on savait, quand on parlait, on ne savait pas qu'on parlait, tu vois. Et si on parlait... si c'était rapporté, on était peut-être fusillés, parce qu'il y avait des règlements de compte. Hein. Ils étaient fusillés dans les coins. Hein. Ah oui, après il y a eu les règlements de compte. Moi, je me rappelle quand mon père il a été arrêté, parce qu'il a été arrêté par les Allemands, au pont là qu'il y a là. Ah oui. Là au pont de Matei. Au pont de Rancœur. Ouais, je me rappelle, moi. Et, il se faisait passer. Mon père, il allait dans les campagnes comme le vélo du Richaud. Je sais. Essayer d'avoir un peu de nourriture. Eh bien oui. Les Allemands l'ont arrêté et ils ont fait parler mon père. Et mon père, comme c'était un peu... Puis c'était un communiste, il avait été dénoncé. Hein. C'était un communiste acharné. Et comme il était un peu... Il a traité les Allemands de tout. Et c'était des faux maquisards.
Ils étaient déguisés, c'était des faux maquisards. Quand il a parlé, ils l'ont attrapé, mon père, ils l'ont mis dans un cabanon. Cabanon du Catoy. Voilà, le cabanon qu'il y a là, où il y a... Le Catoy, Giraud. Giraud. Ils l'ont mis là jusqu'au soir, et le soir, ils l'ont descendu à Marseille, au Baumette. Et là, ils ont été interrogés, les bastonnades et tout. Genre, ils en ont prié. Et il a pas été Tué parce qu'il n'était pas dans la liste de ceux qui ont été fusillés à Signes. Mais j'ai oublié de porter le il y en livre. a l'un qui est venu l'autre jour, que j'y ai parlé, là, tu sais, comment il s'appelle, de Digne. Et il m'a dit il a eu de la chance d'être libéré par les Américains. Parce que sinon, s'il n'avait pas été libéré, le lendemain, ils y passaient. Ils étaient désignés pour... Après la guerre, il a été... il a été au tribunal à Aix pour reconnaître tous ceux, les SS, tout ça, qui étaient jugés. Alors il était témoin, il avait dit oui, celui-là il y était, celui-là il y était. Il y avait le fameux Kramer, je ne sais pas quoi, là, celui qui battait tous les... Je sais ce que tu veux dire. Tous les types, il était méchant, c'était un sauvage, quoi. Il est allé au procès pour témoigner qu'il avait vu. C'était au 425 de la rue Paradis, ça. Oh, mais non, mais cette fois-là, alors moi, quand ils ont ramassé, ils sont allés les déporter à Signes, les emmener à Signes. Oh, ma mère, on devait aller au cinéma. Je parle de 14 jours. On devait aller au cinéma avec mon père et ma mère. Alors mon grand-père, il était âgé déjà. Alors il a dit, moi je vais passer, je vais ouvrir la route, je vais voir un peu ce qui se passe. Et on l'a arrêté, bien sûr, il allait faire sa belote. Il est retourné, il nous a dit, surtout ne bougez pas, hein, parce que les Allemands sont dans l'horizon, et ils vont arriver là. Hein. Ils sont en train de chercher des jeunes. Et ça s'est passé tout là, ça s'est passé le même jour. Dans la journée, ils ont on avait la peur au ventre. Hein. Mais, je me souviens à la ferme, on avait des résistants qui venaient. Ils venaient se planquer à la ferme. Il y en a qui venaient passer là 2 ou 3 jours. Et ils nous donnaient un coup de main pour charrier les gerbes, pour moissonner. Ils étaient sur les gerbiers à nous donner la main pendant que les Allemands circulaient sur la route. Vous vous rendez compte? Mais si malheureusement ça avait été su, ça, la ferme aurait brûlé. Enfin, on aurait été... Fusillé, certainement. Fusillé, certainement, en fait, tout ça. On a eu énormément de chance, et je vous dis, quand mon père est allé au Carrefour, là, il s'est dit, oula, il y a quelque chose, et puis après, il est revenu à la maison. Et donc, il est parti, il est allé dans la colline, il est resté 3 ou 4 jours dans la colline. Bon, il a échappé à ça. Mais c'est pour ça qu'on ne parlait pas trop. Hein, oui, c'est ça. Voilà. On ne savait pas si le cas qui vous parliez, c'était de votre côté ou si c'était un collaborateur. C'est très difficile de parler dans ces cas-là. Ah oui. La seule fois que mon père, il n'a pas voulu donner pour les maquisards, puisqu'il n'avait pas de ce qu'il fallait. Quelque temps après, on se voit arriver un Gobert, un nommé Gobert. Tu te rappelles le Gobert, le Léon Gobert? Ouais. Il vient, il dit, Marcel, on vient cacher les armes dans ta campagne. Mais il a dit, pas question, parce que moi j'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai ma femme. Allez à la chapelle de Saint-Pancras, le bon Dieu, on n'ira pas le chercher. Eh bien, il voulait nous tuer. On a passé une nuit entière dans un paillet, avec mon père, ma mère, ma grand-mère, mon frère et moi. Oh, ma mère, elle égrenait le chapelet, dit. Et nous, on habitait... On a dit, on vient nous faire la peau. On habitait, et dessous, il y avait une cave. Et tu te rappelles du merle? Oui. Le merle. Il était un peu maquisard aussi. Ils avaient foutu des armes, comme mon père, dans la cave. Le soir, le merle était venu, il a dit, il faut tout déménager, là, parce qu'ils vont revenir. Ils avaient déménagé les armes. Moi, j'étais petit. Moi, j'avais 10 ans, mais... Et après, on était parti passer la nuit dans les bois. Ah oui. Parce que, soi-disant, que les Allemands, ils allaient revenir dans l'horizon pour... La libération, c'était bien. Tu te rappelles, il y a le frère de M. Penn, instituteur. Il est monté au clocher, là. Il est monté au clocher, qui a mis le drapeau bleu, blanc, rouge. Les Alliés, quand ils sont arrivés, c'était au mois d'août. Hein. Donc c'est au mois d'août. Et au mois d'août, évidemment, dans les fermes, nous avions des tomates, nous avions des melons. Ça, c'était la pleine saison.
Et évidemment, avec nous, on avait allé sur le CD4, les chars des Alliés passaient sur le CD4 pour aller rejoindre Digne. Et nous allions les voir passer, bien sûr. Et je me souviens de ça. Alors ça, c'est très, ça m'émeut encore quand j'en parle, parce que... Voilà. Et ma sœur, donc, ma mère avait ma sœur au bras. Hein. Elle avait 3 ans, moi j'avais 9 ans, mon frère avait 5 ans, on était là, on regardait passer les chars. Et puis tout à coup, il y a un char qui s'est arrêté, et puis on a compris que le gars qui était sur le char, il voulait embrasser ma sœur. Et donc, il nous a fait comprendre qu'il avait laissé chez lui, en Amérique, sa fille comme ça aussi, du même âge, et qu'il aurait aimé embrasser. Alors, bien sûr, ma mère lui a présenté ma soeur qui l'a embrassée. Mais ça, ça me fait toujours une émotion quand je parle de ça. Un char américain, devant la bijouterie Oui, qu'il y il y a là, voilà. oui. Il était garé Je là. vois. Et il y avait un monde qui regardait ça. Jamais personne n'avait vu un matériel pareil. C'était encore l'ère des chevaux, ça, que les charrettes chez nous. Hein. Et eux, ils avaient des chars, ils avaient... Ils nous envoyaient des biscuits, ils nous envoyaient des Si, chewing-gums. ça Ils faisaient dans des boîtes en fer, comme des boîtes de pâté. Dedans, il y avait un biscuit, il y avait un chewing-gum. Oui, corned beef. Voilà. Et alors, bien entendu, ces gens qui montaient, eh ben, ils nous donnaient des cigarettes, et, ils nous donnaient des chewing-gums. À l'époque, on ne connaissait pas ça. Et nous leur donnions des tomates, des melons, enfin, voilà, et ils étaient évidemment très heureux de pouvoir consommer ça, parce que ça faisait des mois et des mois qu'ils n'avaient eu que des rations alimentaires de l'armée, quoi. Voilà. Donc, voilà, ça, je m'en souviens très bien. Voilà. Les prisonniers de guerre, tu sais où ils arrivaient? Ils arrivaient à Baris, où il y a la pâtisserie actuellement, et puis il y avait la joaillerie qui les recevait, et elle leur chantait la Marseillaise quand elle chantait, tu sais, la joaillerie. Ouais, Tout a changé. Il y avait la privation, il y avait la crainte, on avait la peur, parce que les Allemands étaient là, il y avait les maquisards aussi, et tu sais, c'était pas Jojo, hein. Et moi, je me rappelle que j'avais mon père, puisqu'ils avaient une propriété, parce que tu sais, eh bien, ils fournissaient le maquis. Ils fournissaient le maquis, de la viande. On abattait tous les... Il y avait Saint-Pancras, il y avait les Buissonnades, il y avait nous, là. Et on abattait des bêtes, des agneaux, des veaux, et on se partageait tous. Mais il fallait donner pour le maquis. Et puis, ils partaient vite, le maquis. Quand ils étaient venus chercher, ils ne payaient même pas, ils partaient. Parce que les Allemands étaient à cette trousse. Alors, on vivait dans une peur. C'est sûr qu'après la libération, on était libérés, on était plus tranquilles. Hein. On n'avait pas cette épée Damoclès sur la tête. Hein. Parce que on a repris la vie, si vous voulez, petit à petit, parce qu'il y avait des méfiances, on se méfiait de tout, hein, évidemment. Et donc, toute cette méfiance qu'on avait acquise pendant la guerre, eh bien, elle a perduré un certain temps quand même. Parce que... Tu parles de résistants, là. Ben oui, oui. Et puis après, il y a eu les règlements de compte. Ouais, vous comprenez? Parce que c'est évident que tout ne se passait pas d'une façon... Moi, je trouve que la guerre, elle a changé, elle a amené le modernisme. La guerre, parce qu'après, il est arrivé, il est sorti les engins pour travailler, les camions, elle a amené du modernisme. C'est vrai. Le modernisme, c'est vrai. Et puis les gens voulaient travailler. Ouais. Ils voulaient travailler. Et ils ont refait des études après, parce que les enfants, on ne les envoyait pas à la ville étudier après. Tout ça rentrait dans l'ordre. Enfin bon, je vous souhaite pas, vous les jeunes, de connaître des époques comme ça, parce que c'est vraiment pénible. C'était la période de famine maximale après la guerre. Ah oui. Parce que moi, maman me disait, j'avais pas de lait et je pouvais pas trouver de lait en boîte et tu as failli mourir de faim. Non, les restrictions ont duré longtemps. Ça a encore un peu duré, mais après c'était quand même plus calme, on avait plus de tranquillité. Les carnets de tickets, là,
ça a duré longtemps, ça a duré au moins 2 ans ou 2. Oui, oui, oui. Qu'il fallait des carnets pour Alors chercher le pain. les personnes âgées avaient droit un peu plus, les jeunes un peu, les enfants un peu plus. Ouais. Puis après- Qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, que les jeunes ils aient une belle vie. Ça m'émeut tellement Mais- que je n'ose pas leur parler à ces jeunes. Oui. Qu'ils aient une autre vie. Que l'avenir soit meilleur pour eux. Voilà. Et je vous le souhaite. Parce que franchement, non, ça n'a pas été. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'espère pour vous, hein, les enfants, pour vous aussi, vous ne connaissez pas des horreurs pareilles.